Bonjour à tous, merci d'être là. Bon, je vois que nous avons encore certains participants qui ont déjà entendu ma présentation, mais bon, comme ça, vous connaîtrez bien Cosmetic Valley. Je vais le faire une deuxième fois. Donc, cette conférence vous est proposée par Cosmetic Valley, qui nous sommes partenaires du salon Pharmacosmétech depuis maintenant 3 ans. Partenaires parce que nous sommes situés à Chartres, en région centre historiquement, et que de plus, nous couvrons la filière parfumerie cosmétique française. Alors, qui sommes-nous ? Nous sommes le coordinateur officiel de la filière parfum et cosmétique du fabriqué en France, et nous avons pour vocation, comme mission, de développer, de continuer à faire exceller le savoir-faire français de la filière. Donc on le fait par différents biais, que ce soit par des accompagnements de projets d'innovation, d'export et également de montée en compétences. Et nous couvrons du coup tous les acteurs de la filière. Nous avons tous les métiers de la chaîne de valeur de cette filière que vous voyez représentée autour de cette carte de France, avec les acteurs du packaging, du conditionnement, les fabricants, les marques et les équipementiers que nous accueillons aujourd'hui, notamment Technix, qui est au passage donc aussi adhérent à Cosmetic Valley. Nous avons également un nouveau produit qui s'appelle le Beauty Hub, je vais vous en parler tout à l'heure. C'est une halle, c'est un lieu d'innovation 3 en 1 avec un accélérateur de start-up, une halle technologique et puis un centre d'expérimentation de prototypage. Je vais vous parler plus précisément là aujourd'hui de Beauty Fab, donc ce Beauty Fab qui est physiquement au Beauty Hub, qui est à Chartres, non loin de nos bureaux, et qui a pour vocation d'être une halle technologique pour présenter vos équipements à des fins commerciales ou à des fins d'innovation. Pour terminer, je voudrais vous parler de notre salon Cosmétique 360. C'est le salon mondial de l'innovation pour la parfumerie cosmétique qui est organisé par Cosmetic Valley et qui a lieu tous les ans, mi-octobre, à Paris, Carrousel du Louvre. Se déroule en ce moment la version digitale qui a ouvert. Nous avons une plateforme qui a ouvert depuis le 13 septembre et qui est ouverte jusqu'au 12 octobre. Et le salon se tiendra en présentiel les 13 et 14 à Paris, au Carrousel du Louvre également. C'est le salon de l'innovation de la filière. Nous vous y attendons nombreux. Voilà, si vous voulez plus d'informations concernant Cosmetic Valley, nous vous accueillons sur notre stand C2 qui est vraiment à l'entrée du salon. Vous avez, je pense, pas dû le louper, puisqu'on le voit bien, il est à droite. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à venir nous y rencontrer. Je vais laisser maintenant la parole donc, à notre adhérent de Technix. Et donc je vous laisse présenter votre conférence d'aujourd'hui et je vous donne votre Zapette. Merci beaucoup. D'abord, je vous donne la bienvenue. Je suis Jordi Boléa de la société Technix. On fait la machine spéciale. On va vous faire une petite présentation pour uniquement introduire qui sommes-nous. Je vous remercie d'être venu et je vous remercie aussi au Cosmetic Valley l'opportunité de partager notre expérience et surtout l'expérience qu'on a accumulée ces 2 dernières années sur ce qu'on appelle le deep learning, surtout appliqué à la production. D'abord, je voulais vous dire que vraiment, on n'est pas des experts dans le développement des systèmes deep learning et on est devenus surtout des experts à trouver des applications et à faire des applications réelles dans les domaines de la production, surtout par exemple dans la cosmétique, qui est un bon secteur parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au dessin et au changement selon les besoins clients et qui met sous pression les systèmes d'identification et d'inspection visuelle existantes. Alors, je vous explique rapidement qui sommes-nous. Technix, c'est une entreprise qui est basée à Barcelone. C'est une entreprise qu'on appelle innovante parce qu'on est toujours en train d'essayer de voir des nouvelles applications qui peuvent résoudre les besoins de nos clients.
On fait l'automatisation des processus de production. Alors on est très habitué à essayer de comprendre les besoins clients, les besoins de production, les contraintes que vous avez pour essayer de proposer une solution. On a une trentaine d'années d'expérience. Aujourd'hui, c'est ça, on est basé à Barcelone, mais on a 2 filiales. On a une filiale précisément à Chartres, ici en France, parce qu'on a décidé il y a 4 ou 5 ans que les pôles de la cosmétique et les pôles de pharma qui étaient bien centrés à Chartres, c'était très intéressant stratégiquement pour nous. Et c'était deux pôles très riches où on pouvait apprendre des choses et on pouvait apporter des choses. Et on a une autre filiale en République tchèque, à Ostrava, qui couvre la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque. Aujourd'hui, on est une équipe de 150 spécialistes qui sont partagés entre l'automatisation surtout. On a commencé dans les domaines, si vous voulez, il y a une trentaine d'années, dans les domaines plutôt mécaniques. Mais c'est vrai qu'après, la mécatronique et aujourd'hui, surtout l'automatisation, vision, robotique, 4.0, c'est, je dirais, la majorité de spécialistes qu'on a chez nous. Des applications qu'on fait, c'est des systèmes pick and place pour les flacons, par exemple pour alimentation des flacons verts dans des lignes de production, dans la cosmétique ou dans les pharma. On fait des pick and place aussi pour des bouchons ou pour des autres accessoires dans vos produits. On fait beaucoup de solutions d'assemblage de produits très spécifiques, d'assemblage des composants, de vérification de ces composants. On fait du marquage laser de l'eau, ou du marquage laser de texte légal. On fait les fins de ligne, on livre des fins de ligne de packaging pour du packaging très spécial. C'est vrai qu'on ne développe pas des systèmes qui existent déjà en série. On essaye toujours de faire des choses spéciales. C'est notre créneau dans les marchés. Ou on fait l'assemblage du produit final. Aujourd'hui, la présentation, elle s'appelle Deep Learning, mais surtout, j'essayerai de partager l'expérience qu'on a connue de Deep Learning sur l'industrialisation. Et ça, c'est uniquement un morceau de Deep Learning, comme vous savez, parce qu'il y a beaucoup de Deep Learning aussi autour de l'informatique, de Big Data et tout ça. Moi, c'est concentré sur la partie industrialisation, sur les outils que les dernières 2-3 années ont apparu au marché et qui nous ont permis de résoudre des choses que normalement elles étaient mises à part parce qu'on ne trouvait pas une solution chez les clients. Quand on parle de deep learning, moi l'image que j'ai, c'est l'apprentissage qu'on a avec nos enfants. Si vous voulez, on est si habitué au système qui apprend parce qu'on leur programme des algorithmes assez carrés et assez rigide, tandis que quand on apprend, nous, quand on est des enfants, on apprend à partir de beaucoup d'expériences. Dans ces cas, c'est des images, une forte quantité d'images qui nous permet d'extraire ce qui est essentiel ou ce qui n'est pas essentiel et écarter ce qui n'est pas essentiel de ces images. Moi, c'est, comme on appelle, c'est l'apprentissage par l'exemple. Il simule un petit peu l'apprentissage humain. Ça veut dire, si on a un enfant et on lui montre une grosse quantité, il a une forte expérience de visuel, des images, que chaque fois on lui dit, bon écoute, ça c'est une maison, cette autre image elle est une maison, cette autre image elle est une maison. Finalement, il commence à extraire, peut-être il ne sait même pas comment séparer, comment identifier ou comment expliquer sa façon à déterminer si une photo, il y a une maison dans la photo, mais par contre, il commence à accumuler des images et il commence à accumuler des expériences. Et ces expériences visuelles, c'est ça qu'on va profiter après pour l'apprentissage. Chaque fois que cet enfant lui dit à sa maman, « Oh, ça c'est une maison », et sa maman lui dit, « Oui, ça c'est une maison », ça renforce quelques apprentissages pendant que chaque fois qu'elle dit ça c'est une maison et sa mère lui dit non, ça c'est pas une maison, ça affaiblit quelques autres chamans ou quelques autres caractéristiques qu'elle a pris pour identifier une maison. Pour vous l'expliquer, excusez-moi,
Et par exemple, même cet enfant, il peut dessiner ce qu'il appelle une maison, qui dans la réalité, il n'existe pas, mais qui concentre beaucoup de caractéristiques qu'il a compris qui étaient dans une maison. Probablement, cette maison dessinée là, elle n'existe pas, mais par contre, elle a les caractéristiques que l'enfant il a pensé qui sont plus ou moins dans une maison qui habituellement c'est une maison pour lui. Pour comprendre ça, depuis ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, parce que dans le deep learning, il est basé sur les réseaux neuronaux. À gauche, on a un système neuronal simple. Ça veut dire les boules rouges, c'est les entrées, c'est les caractéristiques qu'on a d'une photo, de quelques expériences qu'on a. Les boules jaunes, c'est un petit peu les fonctions qu'on utilise pour prendre des décisions. Ça sera, par exemple, dans la vision classique, c'est des algorithmes. Et chez les humains, ça sera des premières corrélations qu'on commence à faire. Et les boules bleues, c'est la sortie. Ça, c'est une maison, ça, c'est une église, ça, c'est une chose différente. Dans les deep learning complets, vraiment on appelle deep learning parce qu'il y a beaucoup de couches de pensées ou de décisions qui sont dans la profondeur, qui sont cachées. Ça fonctionne un peu différent. On a les mêmes entrées. Par exemple, cet enfant, il prend la photo, il voit qu'il y a des fenêtres, il voit qu'il y a des portes, qu'il y a un toit, une cheminée, il voit une surface plus ou moins. Ça, c'est les entrées. Et à partir de la combinaison des quantités, des formes et tout ça, il commence à prendre des décisions, il commence à faire, si vous voulez, les premières corrélations jusqu'à, comme on disait, dire, bon, ça c'est une maison. Si la réponse elle est correcte, cet lien il commence à se renforcer. C'est la même chose qui se passe dans les cerveaux. Si la réponse elle n'est pas correcte, ces liens ils commencent à s'affaiblir. Alors, à partir de ce moment, chaque fois que cet enfant il voit l'image d'une maison, il ne va pas commencer à calculer, de dire, bon, il y a 2 fenêtres, il y a une porte, il y a, je ne sais pas quelle surface, il y a un toit. Sinon, une fois qu'il voit ça, il a développé une espèce d'intuition qui lui dit, ça c'est une maison. Il n'a pas besoin de faire un calcul de numéro de porte, de surface, de rien. Ce n'est pas basé sur un calcul, c'est basé sur une forte expérience qu'on a confirmée ou pas confirmée, ou écartée, et qui lui a permis prioriser quelques schémas de décision et écarter des autres schémas de décision. Dans la vision ou dans le deep learning industriel, ça arrive quelque chose qui ressemble à ça. À partir de beaucoup de données, on est capable de déterminer des caractéristiques qui peut-être elles sont importantes pour la décision ou non, et selon les résultats, et selon si on confirme les résultats que le système propose, on commence à lui donner ce qu'on dit la pondération, on commence à lui donner un poids supérieur ou inférieur à chaque chemin de décision. Alors, ça veut dire que la prochaine fois qu'il aura une combinaison des entrées, des boules rouges, il n'a pas besoin d'une grosse puissance de calcul pour dire, bon, finalement, ça c'est le produit que j'attendais. C'est uniquement parce qu'il y a des chemins prioritaires qui l'amènent à la même décision. C'est plutôt basé, je ne dirais pas dans la probabilité, mais c'est une décision pondérée, c'est le résultat qu'on avait jusqu'à maintenant. Et ça a un gros avantage parce que c'est très rapide, c'est très flexible parce que ça s'adapte à des variations, comme on fait les humains, et il peut être toujours en train de corriger et d'améliorer leurs fonctions. Et ça, dans l'industrie, avec les contraintes qu'on trouve aujourd'hui, c'est très important. Si on va concréter sur un système vision, ici par exemple, on a mis un exemple d'un des systèmes qu'on utilise, c'est les VD. Qu'est-ce qu'on fait? On a un premier pas, on cumule beaucoup d'images des mêmes produits. Imaginons qu'on a un produit qu'on veut vérifier ou qu'on veut localiser, après on verra les différentes fonctions. On cumule beaucoup d'images. Si on a plus d'images, le système il sera plus fin dans l'ajustage.
Après, on fait ce qu'on appelle les caractérisations. Ça veut dire, on va lui dire qu'est-ce qu'on veut sortir de ces systèmes. Peut-être c'est une localisation des points, si c'est pour un guidage de robot. Peut-être c'est localisation des défauts de la surface ou des défauts de forme, tout ça. Ou peut-être c'est la lecture d'un code ou la lecture d'une identification. Il y a des différentes fonctions. On lui dit quelle combinaison de fonctions on veut utiliser. Et après, on met le système à travailler. C'est ça qu'on appelle la formation. Le système, il met quelques minutes parce qu'il y a beaucoup de calculs à faire. Cette première fois, oui, le système, il calcule autant qu'il peut les différentes probabilités, les différentes combinaisons de paramètres. Et finalement, il sort ce qu'on appelle les résultats. Ces résultats, normalement, qu'est-ce qu'on trouve? Il nous montre les mêmes images qu'on lui a mis. Et il y a beaucoup d'images qu'on dit, bon, il a raison, il a bien sorti la solution. Il y a des autres où on doute, avec tous ces résultats qui sont des faux rejets, avec tous ces résultats qui sont mauvais. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle l'affinage. Ça veut dire on bouge un petit peu le seuil de système afin d'affiner la réponse du système. Et une fois qu'on a fait ça, on refait la formation avec ces nouvelles conditions pour avoir le système prêt. Une fois qu'on a ça, on n'a qu'à mettre la machine en route et faire l'apprentissage. Alors ça veut dire, dans notre cas, chaque fois qu'on a une machine, on a un mode d'apprentissage. Ça veut dire, on va passer les pièces, on ne va pas produire, on ne va pas faire des opérations sur les pièces, on va uniquement passer les pièces et on va prendre dans ces cas des photos et on va cumuler des photos réelles dans des conditions réelles d'illumination, de vision et tout ça pour profiter tous ces réseaux neuronaux qu'il a préparés dans les cas concrets de la caméra qui est dans la bonne position. Et il y a le système qui va nous proposer des pièces bonnes et des pièces mauvaises. Une fois, si ça, on a vérifié qui est bon, la machine, elle peut démarrer. S'il y a des retouches à faire, on revient sur l'affinage. Ici, par exemple, on a un exemple plus ou moins illustratif. On dit, bon, si on regarde l'image de gauche, c'est un blister avec différents composants médicaux. À l'œil, on voit qu'il y a un mélange de pièces et tout ça. Si on met le deep learning sur ça, c'est une application réelle, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le soudage autour périmétral du blister il est correct, il n'y a pas de fausse soudure, il n'est pas brûlé, il n'y a pas de boules et tout ça, il n'y a pas de plis. Tous les composants qu'on attend, ils sont présents. Il ne manque pas un seul composant. Que tous les composants sont de la bonne référence qu'on attendait. Ils sont bien identifiés. Après que chaque composant, la partie qu'on arrive à voir, chaque composant, il est bon. On n'a pas de défauts sur les composants. Il ne manque pas de matière. Ils ne sont pas cassés. Et bien plus encore des choses qu'on peut lui demander. Des références, des lectures à étiquettes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ça, on les fait dans ces cas, par exemple, ça c'est une application réelle, ça on le fait en 30 millisecondes. C'est très rapide parce qu'il n'a pas besoin de calculer. Il fait que l'utilisation de son réseau neuronal. Quand on parle de deep learning, typiquement, après chaque fournisseur il travaille avec des noms différents. On parle de plus ou moins 4 outils qu'on utilise. Après, je vais vous montrer différents exemples. C'est l'analyse, c'est surtout pour trouver des défauts. Après, on verra quelques exemples. Les locating, c'est l'identification des coordonnées de quelques pièces. Ça s'utilise beaucoup pour la prise avec robot, pour les débraquages et pour des applications où les pièces ne sont pas bien ordonnées dans des barquettes ou dans des boîtes. L'application lecture,
Ça deviendra plus ou moins ce qu'on appelle, c'est un OCR, c'est une reconnaissance des caractères et tout ça, mais beaucoup plus puissant parce qu'il est capable de reconstruire beaucoup. Et la classification, ça veut dire on a différents produits qui sont produits dans une machine et qu'on n'est pas capable de classifier selon quelques caractéristiques. Ça c'est par exemple typiquement dans les marchés de fruits, la séparation selon la couleur, selon la taille, selon des différentes caractéristiques qu'on dit, bon, on va séparer selon différentes classes de produits. Dans notre cas, on a essayé de chercher des exemples qui sont plus proches cosmétiques ou plus proches aussi dans les pharma, pour les médicales. Uniquement à tenir en compte dans l'analyse qu'on appelle, on a deux modes de fonctionnement. Ce qu'on appelle le mode non supervisé et ce qu'on appelle le mode supervisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mode supervisé, c'est il va détecter des défauts, mais on va lui montrer que des pièces bonnes. C'est comme si on avait dans une ligne, on avait un opérateur à côté, et pendant une journée, on lui montre des pièces qui sont bonnes uniquement. Et le système, une fois il a enregistré toutes les images bonnes et qu'on lui a dit qu'on est sûr qu'elles sont bonnes, qu'est-ce qu'il va faire? Tout ça qui est hors de ça qui est latent, pour lui, il est mauvais. Il n'est pas capable d'étiqueter si les pièces sont mauvaises pour une raison ou pour une autre. La seule chose qu'il sait, c'est que ça qu'il vient d'identifier, il est différent au patron qu'il avait créé avec les images qu'il avait initialement. Par contre, quand on parle de système supervisé, qu'est-ce qu'on fait? On lui montre des défauts typiques sur les pièces, sur les produits. Alors, on peut classifier, on lui dit, bon, j'ai un défaut, par exemple, manque de matière. Je vais te montrer des pièces qui sont manquées de matière. Je lui montre des rayures, je lui montre des pièces cassées. Et chaque fois, je vais lui dire, ça c'est un groupe de pièces qui sont mauvaises et pour quelle raison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'inverse. Il a des défauts étiquetés, alors il cherche ces défauts dans les pièces qu'on va lui montrer à partir de maintenant. Alors ces deux systèmes, je dirais, il n'y a pas un système meilleur que l'autre, ça dépend un petit peu de l'application. Il y a des applications où chaque chose qui sort un petit peu de la normalité, pour nous, c'est mauvais, alors c'est non supervisé. Et il y a des autres où, pour nous, c'est très clair et il est facile de créer des échantillons mauvais. Alors là, on travaille sur les supervisés parce qu'on va lui montrer les défauts qu'il cherche. Dans des exemples un peu réels, ici, par exemple, on a une espèce de barquette avec des flacons de vaccination. On utilise l'outil analyse pour trouver des défauts. Alors on lui a montré beaucoup d'images avec la barquette complètement pleine. Alors il dit, bon, là il y a un défaut, parce que d'un côté, à gauche, vous voyez, il va détecter un trou, et à droite, il va détecter quelque chose qui n'est pas dans la normalité qu'il attend. Et après, on utilise aussi la classification. Ça veut dire, selon les types de défauts qu'il trouve, il peut dire, bon, à gauche, il manque un flacon, mais par contre, à droite, j'ai des flacons qui ne sont pas dans les bonnes positions. Alors, ça nous permet même de classifier et agir différemment dans la machine, dans la production, selon les défauts qu'il va trouver. Sur les tempères évidents, c'est pareil, on utilise l'analyse et ça qu'on fait, c'est ça. On va essayer d'identifier si les tempères, il est bien placé, il est dans la bonne position et il est présent ou il n'est pas présent. Ici, par exemple, pour les scellés, on fait une combinaison pour voir les défauts sur les blisters. On a typifié deux défauts plus ou moins typiques. C'est celui qui a quelques boules parce qu'il n'est pas bien soudé. N'importe dans quel morceau du blister on a ce défaut. Et on a identifié où il y a un pli dans les blisters. Alors,
Ici, c'est pareil. Si on utilisera la vision classique, ça sera complexe si c'est blister aluminium ou blister transparent, parce que ça, c'est assez complexe à localiser par tous les périmètres et avec des différentes tailles. Tandis que le système vision, il est dédié uniquement à trouver des choses qui ne sont pas normales dans les exemples qu'on lui a montrés. Alors ici, on utilise l'analyse pour trouver les défauts et aussi on utilise la classification parce que peut-être pour nous, elle n'a pas la même importance si on trouve des boules que si on trouve des plis. Alors peut-être on peut classifier ces défauts dépendant un petit peu du défaut qu'on trouve. Ça, c'est une application typique. En fait, on l'a fait avec un client de domaine cosmétique qui est assez grand dans la perfumerie. Ça, c'est l'inspection de la cellophane. Elle était assez complexe avec la vision classique parce que c'est assez difficile de trouver des défauts sur des éléments transparents qui sont autour du packaging. Et par contre, avec les deep learning, c'est un défaut qui est relativement facile à trouver. Parce que c'est pareil, on lui montre beaucoup d'images de pièces bonnes bien cellophanées. Et à partir de là, chaque anormalité que le système il détecte, c'est directement rejeté du système. Pareil pour les flacons de vaccination, on a l'analyse. Ça veut dire qu'on trouve des défauts, par exemple, dans les bouchons ou dans la pièce d'aluminium qui est autour du bouchon, si elle est cassée. Mais on trouve aussi des défauts dans les verres. Alors peut-être l'importance qu'on lui donne ou les processus qu'on va suivre une fois qu'on a trouvé les défauts, il va être différent selon les types de défauts. Alors on peut essayer d'identifier les différents défauts et aussi classifier ces défauts pour après les processus postérieurs. Ici, par exemple, il y a une machine réelle qui fait l'assemblage des bouchons hermétiques et tout ça, et qu'après, il détecte le défaut sur les bouchons, les rayures, les déchirures, avant la livraison au client final. Et il fait un écartement des pièces mauvaises. Ici, pareil. Ici, on utilise l'outil de localisation. C'est un outil qui nous permet de sortir les coordonnées, une fois qu'on a calibré le système, sortir les coordonnées de chaque flacon pour lui dire au robot dans quelle position il doit aller chercher un flacon pour la charge d'une machine, pour les remplissages, pour les autres opérations qu'on aura. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut lui dire quelle loi il doit suivre dans l'envoi de points, si c'est par rangée, si c'est par des colonnes, dans quel ordre on doit lui envoyer les coordonnées. Et c'est le système d'e-learning qui va envoyer au robot les nuages de points et les différents points pour la prise flacon à flacon. En plus, on peut l'utiliser aussi pour détecter quelques défauts qui est visible de la même position qu'on a de la caméra. Là, ça c'est la restriction de la caméra. Si l'illumination elle est correcte et la caméra elle est bien placée, peut-être à part la localisation de flacons, on est capable de détecter des cols qui sont cassés ou des pièces qui sont tombées ou des autres défauts qui ne nous permettront pas de continuer les pickings de ces flacons. Pareil pour les notices d'emballage, pour identifier si tous les accessoires dans un packaging, ils y sont, même si on n'attend pas les accessoires dans la même position, ils sont mis uniquement sur la boîte pour l'emballage. Là, le système, il n'a pas de restrictions pour essayer de trouver ça dans une bonne position. La seule chose qu'il fait, c'est chercher la présence ou non-présence de ces éléments. Ici, ça c'était une application qu'on avait déjà fait avec la vision classique il y a quelques années. Et c'était très dur à développer et très dur à ajuster.
c'est l'alimentation des flacons dans les lignes de cosmétiques, des flacons qui n'arrivent pas en barquette thermoplastique. Alors ça veut dire des flacons qui n'arrivent pas bien rangés. C'est des flacons qui arrivent plus ou moins ordonnés, mais dans des boîtes carton avec au sens séparateur carton. Ça c'est complexe parce que pour des flacons soit métallisés, soit verts, l'illumination qu'on a besoin, on n'est pas capable d'avoir une uniformité dans une surface comme celle-là. Et par contre, tous les brillures et tous les différents combinaisons qu'on peut avoir trompent continuellement le système vision. Tandis que le deep learning, dans ces cas, et ça c'est un atout du deep learning, il est beaucoup plus stable et il dépend beaucoup moins des conditions luminiques des pièces ou de l'installation. Pardon. Ça, c'est une machine pour les marquages flacons. Dans ces cas, c'est une espèce de texte légal. Alors ici, on utilise la fonction lecture. Comme je vous ai dit, on peut combiner toutes les fonctions comme on veut. On peut les utiliser toutes à la fois, sauf qu'il faut paramétriser qu'est-ce qu'on veut de chacune. Alors, on fait les marquages laser et on fait la lecture pour assurer la lisibilité de ces codes. Et pareil, c'est difficile parce qu'on travaille avec du verre qui est transparent. Alors là, vraiment, ce n'est pas évident avoir toujours les conditions luminiques qui nous permettent de contraster un petit peu les textes par rapport au verre. Quand on parle de la lecture, l'avantage par rapport au système classique, c'est ça. La vision, dans ces cas, elle est capable de presque autocompléter ça qu'on attend de chaque image qu'on voit. Alors, vous voyez que le 1 et le 3, ils sont assez pliés. L'œil humain, il est capable de processer ça et dire, bon, moi je vois presque pas qu'il s'est plié, parce que je vois les 1, je vois les 3, mais si on analyse ça depuis un système vision classique, là, c'est 1, il est tout court, les 3, il manque une partie, alors on peut tromper les systèmes. Tandis que ici, dans des cas de lecture avec les deep learning, le système, il est capable de reconstruire, alors il est capable d'interpréter même des formes que normalement on ne pourra pas. Et à part ça, il est capable d'apprendre, par exemple, si on a une usure de l'étiquetteuse, de la tête d'impression de l'étiquetteuse, si c'est de numéros qui sont marqués en plastique dans les moules et on a une usure dans les moules, cette usure, on peut la compenser comme on fait à l'œil, même si on n'arrive pas à interpréter les caractères complets, on est capable d'imaginer à quel caractère il est référé. Ça c'est ici, ou par exemple dans des autres exemples où c'est très déformé, alors c'est très difficile, pas à l'œil parce qu'il est entraîné, mais pour la vision classique, il est très difficile à interpréter selon quel numéro-là qui est très déformé, ou en bas, dans des conditions, des rayures et des autres aspects d'image qui peuvent nous tromper dans notre résultat. Finalement, on a l'exemple de classification. Normalement, c'est un outil qu'on n'utilise pas tout seul. C'est pour classifier. Ça veut dire, on lui a montré beaucoup de pièces comme celle-là. Ça c'est une batterie de téléphone. On lui a montré beaucoup de pièces d'une autre référence. On n'a pas besoin de lui dire ni les dimensions, ni les codes qu'il y a dedans, ni rien. On lui dit, toutes ces images, c'est cette batterie. Toutes ces autres images, c'est une autre batterie. Et le système, il sort un petit peu les conditions ou les raisonnements qu'il a besoin pour décider pour classifier si c'est un modèle ou c'est l'autre. Alors ça a beaucoup de flexibilité pour l'introduction de nouveaux modèles parce qu'on n'a pas besoin de programmer des longueurs, de largeur, de code et tout ça. On a uniquement un processus qui est déjà implémenté dans la machine
d'apprentissage où on va lui dire au système, je vais t'apprendre une nouvelle version, on va lui passer dans une séquence qu'on a déjà programmée des pièces qui sont pré-inspectionnées visuellement. On est sûr qu'elles sont bonnes et qu'elles sont dans de la bonne classification. Et une fois qu'on a fait ça, on a qu'à lancer le système parce qu'il a déjà appris. Finalement, si on essaie de voir un petit peu les avantages qu'on a du deep learning par rapport à la vision humaine, on disait le deep learning combine la flexibilité et l'application de critères logiques. Ça ressemblera beaucoup à la vision humaine, avec la sécurité et la rapidité du système de vision. Ça veut dire, quand on voyait dans les blisters qu'il y avait beaucoup de pièces, la vitesse de décision d'un système deep learning, il sera toujours beaucoup plus rapide que la vision humaine. Et aussi la stabilité des décisions. Parce que ça ne dépend pas de s'il est fatigué, il n'est pas fatigué. Il a toujours les mêmes critères. Il travaille, comme on disait, 24 heures sur 24, 7 jours. Ça veut dire qu'il n'a pas de non-stabilité due à la fatigue. Identifie chaque défaut, même en dehors des tolérances établies. Comme ce n'est pas un système basé sur des algorithmes, il est capable de trouver des défauts qui sont un peu hors de ce qu'on a établi normalement. Ça lui donne beaucoup plus d'amplitude dans la vérification. Identifie les défauts en moins de temps et améliore les performances, comme on disait, et réactivité technique améliorée, parce que c'est un système qui est capable d'apprendre continuellement. Si on fait la même comparaison par rapport à la vision standard, il y a une amélioration de la reconnaissance d'images complexes ou difficiles. Ça veut dire, dans des conditions normales où on peut dire, bon, cette pièce elle est bonne parce qu'on a vu cette dimension, et si cette longueur elle est dans la tolérance, elle est bonne. Si elle est hors de la tolérance, elle est mauvaise. Le système classique, il est valable. Mais quand on commence à avoir des inspections, des images difficiles, où il y a des brillures, rayures, on peut avoir des confusions et tout ça, là, vraiment, on a des avantages par rapport à la vision classique. Il permet une adaptation rapide à un nouveau modèle, sans avoir à modifier la programmation de manière complexe. Je dirais, et même pas uniquement pas avoir besoin de modifier la programmation, sinon on peut faire ces modifications ou ces introductions de nouveaux modèles sans avoir nécessité d'un programmateur, sinon on peut le faire dans un processus qui est déjà automatisé. Il a la tolérance des déviations ou des défauts imprévisibles pour une vision conventionnelle, parce qu'il est beaucoup plus flexible, comme on avait parlé. Il combine la flexibilité et la logique de la vision humaine, cette espèce d'intuition qu'il va développer avec la sécurité et la rapidité d'un système vision, et une réactivité de l'application de software que, dans la majorité des cas, en 30 millisecondes, il est capable de sortir un résultat. Finalement, pour résumer un petit peu, on faisait une petite comparaison entre la vision classique, c'est le cercle qu'on a à gauche, et la vision deep learning. On disait qu'on a la calibration, la mesure et tout ça, c'est des données qui sont faciles à trouver dans la pièce. On est capable de faire ça avec la vision classique. Tandis que si on fait la même chose, mais avec des surfaces, avec des éléments qui sont assez complexes et tout ça, avec la vision classique, normalement, on ne va pas s'en sortir, ou on va investir beaucoup d'heures personnalisées à une seule version de produit, tandis qu'ici, avec le deep learning, l'apprentissage, il est beaucoup plus puissant. L'identification, la lecture et tout ça, pareil. Si les codes qu'on a sont des codes qui sont bien faits, qui sont bien marqués et tout ça, on n'a pas de problème. On a plein de lecteurs qui sont spécialisés à ça, qui sont beaucoup plus bien marchés que les deep learning. Par contre, s'il faut recomposer, si on a des usures, on a des problèmes de marquage, mais qui n'importent pas parce qu'après, la lecture, elle va être faite par un humain quand il va recevoir les produits, le système deep learning il est beaucoup plus puissant. Pareil, pour l'identification de position des éléments, si c'est des éléments faciles à identifier, qui sont bien contrastés contre les fonds ou qui sont bien positionnés, avec une vision standard,
on est capable de faire, mais qu'on a pas uniquement la localisation des éléments, sinon qu'on a des éléments transparents, des éléments qui brillent, des différents packaging qui peuvent nous tromper. Et on veut voir aussi si les éléments sont bien assemblés avant la prise et tout ça. Là, la différence elle est très grande entre un système classique et un système deep learning. Et pareil pour la lecture, comme on avait dans les codes en bas. Ici, on essaie de parler uniquement de notre expérience, parce que c'est ça que je peux partager. Je peux vous dire que l'année 2019, c'est la première fois qu'on a vu un système industriel deep learning. On s'est dit, bon, ça sera très intéressant, mais on doit connaître bien les limites d'application, parce que ça qu'on a peur toujours comme intégrateur, c'est proposer quelque chose à un client qui n'est pas assez mûr et qu'après on aura problème dans l'intégration dans un domaine industriel. Alors, 6 mois après, on a fait notre premier prototype et on a étudié un petit peu ces limites d'application, les différents outils qu'on avait, dans quel domaine on pouvait les appliquer. On a essayé de sortir des fiches d'application et des limites où on disait, bon, ça c'est sûr qu'on pourra faire, ça, on pourra le faire que si on fait des essais, et ça, peut-être, on ne pourra pas encore le faire. Et 6 mois après, l'année 2020, ou entre 6 mois et une année, on a livré la première machine qui intégrait le deep learning. C'était une machine pour l'alimentation des flacons, qui, en comparaison avec les machines qu'on avait fait classiquement, il a été beaucoup plus rapide à développer parce que le système il était très facile à apprendre. Au bout d'une année, et même avec le fameux Covid autour, on est passé de la première machine. Aujourd'hui, on a livré plus d'une trentaine de machines basées en deep learning. On a toujours travaillé beaucoup en vision, mais c'est vrai que vraiment, la seule chose qu'on voit, c'est que la tendance, elle est très forte à basculer vers le deep learning, surtout dans des marchés où on est très concentré dans les cosmétiques, par exemple, où les dessins de pièces, la variation des pièces qui sont liées à différents dessins et actualisations de produits, on les trouve jour à jour. Alors on a besoin de systèmes très très flexibles pour s'adapter à ces différents nouveaux produits et à ces différentes caractéristiques. Bon. Jusqu'ici ma présentation. Comme je vous disais avec toute l'humilité, c'est uniquement les petits coins qu'on a vécu ces 2 années autour de deep learning. On n'a pas la prétention d'être des experts développement ou des experts vision. On a uniquement une expérience cumulée, je pense, assez forte qui nous permet d'essayer de trouver des applications que quelquefois on avait laissées dans un tiroir il y a quelques années parce qu'on voyait ça c'est impossible à automatiser et qu'aujourd'hui on les regarde de nouveau, on dit bon ça c'est possible, ça c'est faisable, on y va. Alors vraiment ça nous a ouvert beaucoup de possibilités que jusqu'à il y a 3 ans on avait toujours pensé qu'on pourra faire qu'à la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation et comme vous le disiez, pour ce partage d'expérience qui est très instructif. Je ne sais pas si parmi l'Assemblée, nous avons des questions sur cette présentation, sur le deep learning, sur d'autres applications. Oui ? Je vais vous tenir le micro. Ouais. Bonjour, Edouard Amburu, Antares Vision. J'avais une question sur les 2 méthodes d'apprentissage, supervisées, non supervisées. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être croisées, qui sont complémentaires ou c'est vraiment indépendant ? Merci. J'arrive. Bon, je voudrais d'abord dire qu'on a beaucoup d'expérience dans ces 2 années sur les systèmes VD. Aujourd'hui, dans le marché, il y en a beaucoup d'autres. Alors, c'est vrai qu'il doit y avoir des équivalents. Alors, je n'ose pas dire des sentences qui sont trop raides parce que
on va trouver des différentes situations selon les fournisseurs du système. D'après l'expérience qu'on a, chaque outil qu'on va utiliser, on doit décider si on fait supervision ou pas supervision. Alors, si cet outil, on l'utilise avec supervision, il doit travailler avec des échantillons de pièces mauvaises. Si cet outil, on l'utilise sans supervision, alors il travaille qu'avec des pièces bonnes. Alors, on peut faire des combinaisons, bien sûr, parce que finalement, c'est un diagramme de flux, des différentes identifications, lectures et tout ça qu'on peut faire. Mais pour un seul outil, chaque fois, on utilise qu'un système. C'est la configuration et c'est aussi la façon où on va faire l'apprentissage. D'autres questions? Pardon. Oui, bonjour, Bruno Fossé, Parchimie. Savoir si vous êtes exposant au salon ou pas, non? Ou pour avoir contact, après, si vous pouvez remettre les contacts à la fin. Ouais. Comme ça. Cette année, même si Émeric, c'est dans la filiale à Chartres, il a insisté d'exposer. Cette année, malheureusement, on a eu trop peur de Covid et tout ça. On s'est dit, bon, cette année, on ne va pas exposer. L'année dernière, on y était. L'année prochaine, normalement, on viendra. Mais cette année, on a raté. On a été, je dirais aujourd'hui, on a été trop prudent vis-à-vis de mouvements qu'on a vus aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est trop tard, alors on n'a pas exposé. Émeric Dupin. Oui. Je vous en prie. D'autres questions? Bon, bah écoutez, je vous remercie de votre participation. Merci beaucoup pour votre belle intervention. Merci et à vous. je vous souhaite un bon salon et une bonne fin d'après-midi.